Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. Le Talk, c'est le lundi, le jeudi à 18h, vous en avez l'habitude en direct, il y a également les replays, mais ça vous le savez tout de suite. Le sommaire de cette émission. Henri Bédimo, est-ce que on valide finalement cette doublure au poste de latéral gauche? On se posera la question. Mitroglou, et si finalement on le vendait dans les dernières heures, bonne opération ou mauvaise opération? Monaco qui arrive dès dimanche au Stade Vélodrome pour l'affiche de cette journée. On évoquera, évidemment, le mot est sorti, on évoquera cet avant-match dans ce programme que je vous propose avec Romain Canuti, comme très souvent. Bonsoir Romain. Salut. À tes côtés, Michel Viaga, France 3 Provence-Alpes, chef des sports. Merci de m'inviter jusqu'à ce soir, oui. Il n'est pas venu seul. Tu constateras qu'il est venu avec sa veste fétiche. La veste fétiche. Celle de Dortmund, celle de beaucoup de victoires pour l'Olympique de Marseille. On voit qu'elle a vécu. Et elle sera là dimanche. Elle sera là dimanche. En face de vous, messieurs, Jacques Bail, qui est coordinateur sportif. Toujours en recherche d'un club, Jacques? Oui, toujours en recherche. On s'occupe. On s'occupe et qui est avec plaisir avec nous chaque fois qu'il le peut, en tout cas. Et nous aussi, ça nous fait très plaisir. À côté de toi, Guillaume Barthélémy, trésorier des Yankees et supporter, évidemment, de l'OM. Bonsoir. Supporter avant tout, oui. Supporter avant tout. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet, le match d'Épinal. Pas grand chose à dire de fou sur ce match. Michel, je sais que je t'ai eu au téléphone après la rencontre. Tu m'as dit bon, ça va, ça passe. On va pas en faire des caisses. On n'a pas forcément bien joué, mais c'est pas grave, on s'en fout quoi. Oui, mais moi je me dis bravo Garcia quand même, il faut savoir le dire aussi. Quand je vois la composition au départ, je me dis il est couillu quand même, parce que si on perd, ça peut être tout pour lui. Mais il arrive à concerner tout le monde, à faire une gestion, à laisser des joueurs à Marseille, à les faire reposer pour le match de dimanche, à faire rentrer, puis on passe, on prend pas de but, on se qualifie avant la prolongation. Moi je dis bravo. Messieurs, vous êtes tous d'accord, bravo Garcia, ou vous êtes un peu déçus de la prestation? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rentrer dans le détail de ce que dit Michel, c'est Romain. Quand même assez inimaginable. S'il y a 2 mois, je viens de te voir et je te dis on va faire un match, mais contre n'importe qui, et je te dis mais avant le match, on va laisser et Mandanda, et Rami, et Luis Gustavo à la maison. Et Payet. Tu me dis, oui, ça te fait quand même une colonne, attaquant excepté, ça te fait une colonne vertébrale. Et Thauvin sur le banc. Donc tu te dis, ça commence à faire beaucoup. Et là, c'est passé. Et alors non seulement c'est passé, mais quand même dans la plus grande des sérénités. C'est te dire que quand tu es dans une bonne période comme ça, il faut savoir en profiter. Et ça, et Bédimo sur les côtés. Aussi. On t'aurait dit ça il y a 2 mois. C'est vrai. Guillaume, t'es plutôt déçu toi par la prestation, ou tu t'en fous au final? C'est passé, c'est un match en bois. Ouais, déçu, non. On sait que de toute façon c'est toujours des matchs en bois là. C'est match de Coupe de France avec des équipes alors on veut bien dire la fête au village pour les clubs amateurs et compagnie. Quand on est supporter, c'est toujours des matchs compliqués. Toutes les années il y en a. On s'ennuie, on fait pas de beaux matchs, mais effectivement je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. On a gagné, donc on ne boude pas son plaisir et on est content parce que on n'est pas allé aux prolongations, c'était pas beau, mais on est qualifié et ça reste quand même ça l'important. Jacques, sur la gestion des jeunes, on va rentrer dans le premier débat de cette émission. Est-ce que pour toi Garcia a fait le bon dosage? Certains ont été déçus de ne pas voir Camara, de ne pas voir Rokia, qui sont restés 90 minutes sur le banc à s'échauffer le long de la ligne. On a vu que Youssouf Sarri, on en parlera évidemment de la prestation de Youssouf Sarri, mais est-ce que ça suffisait? Est-ce que pour toi la compo était cohérente? Est-ce que ça manquait pas un petit peu de jeunes quand même? Parce que c'est le moment ou jamais quand même de les tester ces jeunes. Écoute, Rudy Garcia, je me permets de le juger modestement. Je vois, c'est comme les joueurs, il y a des moments où tu es en forme, des moments de méforme. En ce moment, Rudy Garcia, je le trouve très en forme. Aussi bien au départ, j'ai trouvé vraiment des choix compliqués, une ambiance, une atmosphère. Là, je pense qu'il a su créer un groupe. Il y a une atmosphère. Je vois que les joueurs qui ne jouent pas, on marque un but, tout le monde s'embrasse. Et ça, je suis obligé de reconnaître et de dire bravo Rudy Garcia. Mais il va pas y avoir une petite frustration pour ces jeunes qui... Écoute, les jeunes, ils sont jeunes, comme tu dis, donc ils ont le temps de jouer. Le petit Camara, il sort de blessure sur un terrain pourri contre une équipe compliquée, entraînée par Xavier Collin, que je connais très bien, qui est un joueur rude. Donc c'était pas le moment de faire n'importe quoi. Il y a eu une très bonne gestion, on est passé, on a gagné 2-0 et bravo Rudy Garcia. Mais on a quand même si vous voulez participer à cette émission, je te redonne la parole. Twitter, Facebook et le forum du Phocéen avec le hashtag LiveTalk sur Twitter. Vas-y Michel. On a quand même Lopez, on l'oublie qu'il a bien emballé. Il y a Zambo qui a 22 ans. Il y a Sarri. Au départ, on doit se qualifier quand même. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Il y a Rokia et Camara sur le banc. Vouloir plus, on est l'Olympique de Marseille, il faut se qualifier, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Tu as une petite frustration quand même sur le fait que de toute façon il y a eu 2 changements et que tu te dis que c'était peut-être l'occasion
ou jamais de donner des premières minutes à Rokia en remplacement de Bedimo, que c'était l'occasion de revoir Boubacar Kamara. Alors vous me parlez des pour toi, il y a pas eu ça manquait peut-être d'une entrée en jeu d'un jeune. Je comprends le raisonnement. Faire jouer, c'est important aussi de donner 90 minutes à Bedimo parce que il a besoin de temps de jeu. Il revient, il a eu une opération au genou. C'est important de laisser comme ça une équipe en place. C'est valorisant aussi pour Youssouf Sarri quelque part. Quand c'est le seul jeune qui démarre, il joue avec 10 mecs habitués à faire des matchs en Ligue 1. C'est beaucoup plus facile que quand on a fait par exemple des matchs de Ligue Europa où on changeait l'équipe du tout au tout. C'était plus facile pour lui. Mais si je te suis, un remplacement sorti de Morgan Sanson qu'on a été très surpris de voir, remplacé par Camara à la 70e. Tu fais monter Bedimo comme tu l'as vu en coupe. Non, je te dis en rentrée de Camara pour Sanson et tu passes à 3 milieux quoi. Moi je pense que ça aurait pas été choquant, surtout qu'on a tendance à l'oublier. En fait là c'était Épinal, une équipe de National 2, et pour ces jeunes là qui sont habitués avec la réserve à l'OM, c'est le pain quotidien. Des Épinal ils en rencontrent toutes les semaines, donc c'est limite un match pour eux. C'est pour ça que là-dessus j'ai un petit truc en me disant on aurait pu peut-être un peu plus en voir, mais je comprends la logique, notamment par exemple pour Bedimo. Guillaume, déçu de ne pas avoir vu plus de jeunes, ou toi ça te va Mais moi en fait cette histoire d'intégrer des jeunes, pas les intégrer, ça fait sur les 30 dernières années à l'Olympique de Marseille, il y a toujours eu ce truc de dire on fait jouer les jeunes, on les fait pas jouer, le centre de formation il est bon, il est pas bon. Force est de constater de toute façon que l'équipe 1 de l'OM, les pros, n'a jamais fait jouer de jeunes en fait. Donc l'OM n'a jamais fait jouer les jeunes au moins sur ces 30 dernières années. Alors là, il y a Rudy Garcia. À part Nasri, on va dire. Voilà, mais à part quelques-uns de temps en temps. Même plus récemment, Lopez, il vient de s'intégrer. Là, c'est pas mal quand même. Mais alors, si Rudy Garcia et tout l'état-major olympien est dans la lignée du projet qui consiste à dire que les jeunes sont l'avenir à l'OM, peut-être. Il les intègre là en Coupe de France, ok, mais alors qu'il les intègre aussi en championnat, qu'il les intègre en Coupe d'Europe, et que ce soit pas un fake comme on nous a vendu pendant des années, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils veulent changer de politique, et c'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui sont bons, on essaye de les intégrer. S'il y a des jeunes dans la région, comme ça a été le cas pendant des années, qu'ils vont à Montpellier ou à Monaco, on essaye qu'ils viennent à l'OM, mais il faut pas faire jouer à tout prix les jeunes. On les fait jouer comme à Lyon, s'ils sont très bons. Moi, c'est ça ce que je veux. S'ils sont très bons, on les fait jouer. Mais arrêtons de penser qu'il faut qu'il y ait 5-6 jeunes dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. De toute façon, c'est pas en intégrant 5 jeunes dans un match de Coupe de France qu'on rattrapera le retard qu'on a sur la formation à Marseille, quoi. C'est pas dans notre ADN, ça le deviendra peut-être demain. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est pour ça, étape par étape. On sort de 30 ans très compliqués à ce niveau-là. Mais c'est louable qu'ils fassent jouer des jeunes. Mais alors allons-y. On les fait jouer en championnat, on les fait jouer en Coupe d'Europe. Et on n'est pas un laboratoire. On n'est pas un laboratoire non plus. Jacques, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je rejoins Michel sur le centre de formation. Quand on connaît la qualité du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, il y a des personnes très compétentes. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les jeunes joueurs, les jeunes talents ne viennent pas ou très peu à l'Olympique de Marseille. Je peux pas vous citer des noms, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui s'en vont et qui n'ont pas envie de rester à l'Olympique de Marseille. C'est en train de changer. Laissons le temps au temps. À ce moment-là, quand effectivement l'Olympique Lyonnais, oui, les petits qui sortent, les Fekir, oui, c'est sûr, on peut les faire intégrer. Chez nous, ils n'ont pas encore la qualité requise pour jouer en équipe 1 à l'Olympique de Marseille. Après, j'ai une info qui est pas non plus un scoop. Non, pas du tout. C'est que vraiment, depuis que Zoubi Zidareta est arrivé, avec des réunions avec les éducateurs de l'Olympique de Marseille, l'accent il est mis sur recruter du lourd devant. Parce qu'on a des joueurs, à la différence de Lyon. Lyon, ils ont 50 000 attaquants prometteurs jeunes. Nous, on n'en a pas. On a des joueurs, parce que Sarri, c'est sur un côté, mais c'est pas... ils veulent recruter dans le bassin, on va dire, méditerranéen, la Marseillais, etc., des grands attaquants. Parce qu'on a des défenseurs, on a des milieux de terrain, mais tout est axé. Là, il y a une vraie politique qui est axée sur des attaquants. Voilà, parce que Lyon, ils ont Gouiri, ils ont eu Martial, ils ont Maoulida. Le seul attaquant qui est à Marseille, c'est Jeanne Dinage, et il est albanais. Il a été recruté il y a 3 ans. Écoute, il y a un petit jeune qui s'appelait Sonny Contri, je ne sais pas si vous connaissez, qui est au Burel, qui est parti maintenant en Ligue 2 italienne, parce qu'à l'Olympique de Marseille, on le voulait pas, on savait pas. Aujourd'hui, le petit, il a 17 ans, il a marqué, je crois, 19 buts. Il fait 1m78, c'est un très très bon joueur technique, mais on n'a pas pu, ou on n'a pas su le garder encore à l'Olympique de Marseille. Mais c'est en train de changer quand même. Mais je le souhaite parce que effectivement dans notre région on a des talents et ça
nous ennuie, pour rester poli, qu'ils aillent à Nice, parce qu'à Nice, on nous rafle tout, que ce soit à Herbel. Donc il faut qu'on arrive à se garder nos talents. Parce que quand on veut les garder, on sait les garder. Voilà. Nasri, à l'époque, s'il n'est pas allé à Nice, à Montpellier, c'est parce qu'on a aussi su le garder. Voilà, un mot sur Sarri, Romain, que tu as déjà vu beaucoup de fois en CFA, toi qui suis pour le magazine Réservoir chez nous. C'est sûr qu'il n'a pas fait une prestation, enfin il s'est pas montré décisif comme un joueur, un ailier peut le faire. Il n'avait pas eu des débuts fracassants, mais on sent quand même qu'il y a une qualité technique. Et ce qu'on regarde, ce qui est toujours intéressant, c'est quand on regarde un match, j'imagine que l'œil forcément d'un coach là-dessus est important, on voit la confiance des partenaires au moment de lui donner le ballon. Il n'y a pas cette appréhension de se dire c'est un jeune, je vais le mettre en difficulté. On lui donne le ballon parce qu'on sait que techniquement il est capable de s'en sortir et de redonner quelque chose de propre derrière. Jacques, Guillaume, je te regardais, j'ai fait une passe aveugle. C'est pas ça s'appelle la passe aveugle. Guillaume, je voulais t'entendre toi sur ce jeune Sarri que tu as découvert sans doute. On peut que l'encourager. Mais il t'a plu dans le profil technique comme c'est Romain, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est dur de le juger. C'est dur. On l'a vu. Moi, je veux pas faire de critique dessus, si ce n'est de l'encourager. Tu veux le revoir. Qui bosse et puis. Il avait envie, que ça. Il avait envie. Il a été. Que ça devienne un joueur de l'équipe 1. Que ça devienne un joueur de l'équipe 1 et puis on l'applaudira au stade. Mais là aujourd'hui, Jacques, on va écouter son coach et également Youssouf Sarri qui se sont arrêtés au micro du Phocéen après cette rencontre. Et puis après, tu nous diras, toi, ce que veut dire Rudy Garcia entre les lignes, s'il va le remettre. Tu nous donneras ton analyse sur ça. Rudy Garcia. C'est bien, il a tenté. On n'a pas utilisé assez dans ses qualités, je pense. C'était un terrain où, pour lui, il aurait fallu un peu plus de ballon dans la profondeur. Mais pour un premier match titulaire, c'est encourageant. Voilà, on le reverra. Surpris, ouais, j'ai été surpris. Mais après, je m'y attendais parce que le coach m'a dit que j'allais avoir ma chance. Et voilà, j'ai eu ma chance et je l'ai saisie, c'est tout. Voilà. Pour sa première interview, il a fait fort, Youssouf Sarri nous a sorti une très belle phrase. Surpris, oui, mais je m'y attendais. Voilà, on t'embrasse, Youssouf, évidemment. Si tu peux nous sortir des phrases comme ça à chaque fois qu'on te voit face à nos micros, ça sera avec plaisir. Jacques, du coup, quel avenir pour Youssouf Sarri cette saison? Si je lis entre les lignes, entre les phrases de Rudy Garcia, j'ai pas l'impression qu'il a été content de la prestation du petit. Maintenant, est-ce que c'était une bonne idée de le mettre surtout sur un terrain comme ça? La pelouse était catastrophique. C'est catastrophique. Le petit, il a besoin de beaucoup plus se rassurer. Le premier contrôle, là, c'est compliqué pour un jeune garçon comme ça. Tu rentres déjà, tu sais plus où tu en es. Le terrain, la boue, ça tombe. C'est compliqué. Les mecs d'en face, ils mettent des tampons. Puis après, il faut être réaliste. Là. Oui, à part ce match contre Épinal, on n'a que des matchs compliqués où on joue, donc il va jouer que si on joue contre Chambly en 8e de finale ou au Auxerre au Vélodrome. Sinon, il ne jouera plus. Il jouera plus, d'accord. Mais par rapport à Germain, par rapport à NJ, Payet, je vois pas. On va rentrer en cours de jeu. Mais... Hugo sur Twitter, faites comme Hugo, posez vos questions, participez, donnez vos remarques aussi, votre compo pour dimanche, faites ce que vous voulez. #LiveTalk, question Romain Canuti. Donc c'est pour toi, déjà, j'ai l'impression. Quel est le niveau du jeune Filippono? Alors c'est Filippono, il n'y a pas le premier I. D'accord, déjà. C'est Filippono. Voilà, je dis ça, j'ai fait l'erreur la première fois, on dit Filippono, on pense au joueur de Lorient. C'est Filippono. C'est Filippoto. C'est un joueur. Lui, c'est Filippono. Voilà. Celui de Lorient, c'est Filippono. Ouais. Ça, Filippono. Alors, quel est son niveau pour être sérieux? Déjà, c'est quel poste? C'est quel type de joueur? Alors, c'est milieu défensif qui peut jouer défenseur central. Voilà, par exemple, il y aurait eu le système Marcio Bielsa, là, il aurait pris la place d'Alexis Romao, là, le fameux voltigeur entre les deux postes. Ça aide, comme quoi c'est utile, ça aide à situer. Voilà, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est quelqu'un de discipliné. Après, pour rejoindre ce que disait Guillaume concernant les jeunes, à Marseille, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. À Lyon, ils savent. À Aouar, il évolue dans un truc trans. Nous, on sort tellement peu de joueurs que soit c'est de suite des cracks et on leur monte la tête alors qu'ils n'ont même pas 18 ans, soit alors on dit qu'ils sont nuls et on les assassine avant qu'ils aient fait 20 matchs. Donc, restons quand même prudents. Parce que potentiel. Oui, évidemment, mais comme tout jeune, par définition, tout jeune de centre de formation a un potentiel. Je te rappelle qu'au même âge, Mathieu Flamini était archi nul, il m'excusera, mais il était archi nul et qui s'est révélé sur le tard. Et à l'inverse, on en a vu des prometteurs, Ahmed Yayaoui, tu m'excuseras aussi, qui du coup ont plongé, ont fait une chute libre. Donc c'est très compliqué j'ai vu, c'est pour ça que je te prends 2 secondes pour ça, pour dire que des fois, tu vois des jeunes de 18 ans, tu lis des commentaires, ah ouais, c'est le futur Pirlo, c'est un Régista, c'est
machin. Calmons-nous, ce sont des jeunes et on le voit avec Lopez au final, après, alors que lui n'a jamais dit qu'il voulait jouer au Real ou au Barça, que personne n'a jamais dit qu'il y avait des contacts entre le Real et au Barça, dès qu'il rate une passe, on dit c'est ça qu'on nous présente au Real Madrid ou au Barça. Voilà, très bien. Calmons-nous. On conclut là-dessus cette partie sur les jeunes, messieurs. On va parler d'un joueur un peu moins jeune. Il a le double peut-être de cet âge-là, ou pas d'ailleurs, Henri Bédimo. Riton Bédimo, comme on l'appelle sur le plateau du Talk, c'est important. C'est important. Riton, est-ce que, messieurs, il vous a convaincu comme doublure? Alors, ce qu'on se disait en émission, comme quatrième latéral, clairement, puisque Hiroki Sakai semble quand même être devant lui dans la hiérarchie, même à gauche. Donc, comme joueur de complément, est-ce que ça suffit ou est-ce que vous voudriez... Un 2 bis, voilà. Est-ce que vous voudriez quand même une recrue à gauche parce que c'est peut-être pas suffisant d'avoir que Amavi, voilà. Quel est votre avis sur ça? Est-ce que Bédimo vous a convaincu sur sa sortie? Tiens, Jacques, Henri Bédimo, convaincant? Oui, convaincant. Après, c'est vrai que Sakai... Convaincant? Oui. Oui. Je vais essayer d'expliquer mon avis parce que tout le monde est contre moi. Non. Mais c'est un garçon qui peut nous apporter aussi défensivement mais aussi offensivement. Actuellement, si on met Sakai à gauche, Sakai nous apporte pas offensivement. Donc Henri Bédimo avec un peu plus d'entraînement, un peu plus de compétition, et effectivement c'est pas le grand joueur, mais il va pouvoir un petit peu nous apporter en étant 13 ou 14. Il a fait quand même des bonnes saisons, que ce soit à Lyon, à Montpellier. Cette blessure, il est pas bien revenu, il est peut-être pas bien soigné, mais je pense que c'est quand même un joueur qui a un peu de technique. Voilà. Maintenant, ne me tapez pas sur la tête. Guillaume, je sens que tu valides à 100% l'analyse. Mais comme doublure, ouais, pourquoi pas. Il se tourne Plus belle la vie, il se tourne Taxi 5, donc là en doublure, oui. Après, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est incompréhensible avec Bédimo. On l'avait rencontré à la présentation des nouvelles recrues avec Gomis. Donc on avait pu échanger un petit peu quelques mots et quand il arrive, on se dit que c'est plutôt une bonne recrue. Enfin, il connaissait bien le championnat. C'était c'est un arrière d'aile de métier, donc un expert à un poste. Et ça, on en manque un peu sur les arrières d'ailes. Et ce qui est incompréhensible, c'est sa disparition totale, mais absolue. Dès le premier match, il sort blessé au bout de 12 minutes. Mais comment on peut... Parce que c'est quand même un joueur d'expérience qui a fait une grosse carrière en Ligue 1. Et comment il peut disparaître et plus jamais revenir comme ça? Bon, je pense que... Il n'y a pas que le problème de Bédimo, ok, mais et à droite on fait comment? Alors le sujet c'est Bédimo, mais je peux te répondre. Je pense qu'il est tout simplement il est cramé. C'est-à-dire qu'il est arrivé au bout. Il y a des joueurs qui à 31 ans, 32 ans n'ont plus d'essence. C'est ce que j'ai tendance à penser aussi. Voilà. Donc moi pour répondre à la question, non, je valide pas parce que là il s'en est sorti. Il a fait 90 minutes propres, j'ai envie de dire, même si c'était un terrain boueux. Très très propre, il a fait le boulot, il a fait le job, mais il n'avait pas d'adversaire véritablement à marquer. Donc on garde Sakai en doublure dans ma vie parce que c'est trop juste. Après il a raison, hein, il peut dans un bout de match, pourquoi pas, quand on fait un large turnover, rentrer 10 minutes, un quart d'heure, jouer sur le côté gauche et qu'on joue avec deux joueurs défensif sur le côté gauche, pourquoi pas, mais c'est comme Sarri, c'est-à-dire que son avenir là dans les 5 mois qui viennent, c'est des minutes grignotées, sinon c'est pas possible. Le truc c'est que l'avenir de l'OM là sur les 3 prochains mois, c'est Monaco à partir de dimanche. Sur un mois et demi on joue Monaco, Paris, Saint-Etienne, Bordeaux, la Coupe d'Europe et Lyon. Ça c'est sur un mois et demi, et il y a un autre mois et demi. Jordan Amavi sera revenu à partir du deuxième rendez-vous. Normalement. Il faut espérer parce que... Romain, qu'est-ce que tu penses de ce débat toi sur Bédimo? Est-ce que tu vas un peu soutenir Jacques Bail? Oui, je suis plutôt de son avis, même si j'ai trouvé totalement fou le passage sur son apport offensif, parce que je pense là aussi que malheureusement offensivement il apporte plus pour rejoindre Michel, parce que je pense que physiquement il ne peut plus, et du coup c'est très difficile de le juger. Je trouve que défensivement on l'a vu
tu l'as vu notamment sur les matchs de pré-saison qu'on a regardé ensemble. Rudy Garcia avait même testé en défense centrale et l'OM s'était pris des buts où il cherchait à prendre son vis-à-vis de vitesse et au final il récupérait le ballon, ça faisait but derrière. Donc c'est très compliqué. Maintenant, je me dis, lors de ce mercato, on a parlé de David Junca, je crois, un latéral de Eibar en Espagne qu'on présentait comme un prospect de Zoubi à 6 mois de la fin de son contrat. Voilà, je le connais absolument pas, on va pas se mentir, les matchs de départ. Je sais qu'il y a le japonais Inui là qui marche pas mal, mais ça va pas. Terrain, ça. Voilà, ça va pas chercher plus loin. Mais ce Junca, si Zoubi te dit qu'il est bon, qu'on le prend pour s'adapter pendant 6 mois et que derrière ça devient officiellement une vraie doublure, d'accord, mais une doublure c'est très compliqué. Et là, tu as Jordan Amavi qui s'est blessé, mais Jordan Amavi, sinon, on l'a vu avant, c'est une machine. Il te fait 800 matchs par semaine. Donc une fois que Jordan Amavi est à 100%, de doublure, t'en as pas besoin. Au cas où, tu as Sakai qui passe à gauche. Au cas où, t'as Bedimo, mais Bedimo, voilà, c'est. Et au cas où, t'as Rokia. Il jouera pas beaucoup, Rokia. Mais voilà, t'as pas besoin de. Voilà, il est là, mais techniquement, si ça se trouve, c'est son dernier match, là. Vous savez quoi ? Je vais donner une dernière chance à Jacques. Petit argument supplémentaire, peut-être, pour Bedimo. Oui, t'es pas obligé, hein. Il a tout obligé, mais il a quand même fait une très belle carrière. Ah oui. On a essayé de défendre Evra. Pourquoi on ne pourrait pas défendre Bedimo ? Parce que, excusez-moi, mais si on a défendu Evra, on a le droit de laisser un peu une chance à Henri Bedimo. Bon, et en plus, il est en contrat encore 1 an et demi, donc voilà. Allez, on passe tout de suite à un joueur qui a une meilleure cote qu'Henri Bedimo, évidemment, Kostas Mitroglou. Football fiction, messieurs, sur le plateau du Talk aujourd'hui. On va se poser une question sur les dernières heures du mercato. Voilà, on est dans notre émission, Romain, de bouclage de mercato. 22h, il tombe. Kostas Mitroglou va s'engager, pourrait s'engager, est très proche de s'engager avec Allianyaspor, par exemple. Oui, ou Brighton, avec Brighton, qui pourrait mettre 15 millions d'euros sur Mitroglou. Qu'est-ce qu'on fait ? Sachant que dans ce cas de figure, on ne peut recruter personne. Donc on finirait la saison avec Germain et NJ. Mais on peut le vendre quand même pour 15 millions d'euros, un truc un peu inespéré vu ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous le vendez, vous le gardez. Vu la situation, même 10 millions, même 7 millions, oui, c'est un cas de figure, mais tu vois le débat. Je vois le débat et... Qu'est-ce qu'on fait là ? Et je te dirais que je serais quand même te dire de voir à peut-être le faire partir. Alors, ça dépend, tu n'es peut-être pas dans une obligation financière. Parce que c'est intéressant aussi de savoir le message que ça envoie. Si tu es là à te dire on a fait financièrement, on s'est déjà mis dans le rouge avec cet achat et compagnie, ça envoie beaucoup aussi sur la globalité du projet. Est-ce que tu pourras le vendre à ce prix-là cet été ? Voilà, moi je pense qu'il y a ça qui rentre en ligne de jeu. Il y a aussi le fait que ça soit une erreur de casting. André-Pierre Gignac s'est relevé de 2 saisons catastrophiques parce que c'est pareil. Gignac, on rappelle que sa 3e saison il cartonne, mais il cartonne parce que Louis Nicolin refuse de le prendre en prêt avec une partie du salaire, comme l'avait proposé Vincent Labrune l'été précédent aussi. Donc, mais Gignac il savait quand même faire un contrôle, tu vois, il savait quand même faire des appels, il savait se rendre disponible, même s'il était très maladroit les premiers temps. Ces premiers temps, il en réussissait pas un de contrôle, hein. Et tu te souviens, tu étais au stade peut-être la 2e saison à la fin quand il marque contre Auxerre, tout le stade avait limite, c'était de la peine quoi. Il arrivait enfin à conclure l'occasion après en avoir eu 10. C'est quand même pas le même joueur. Donc évidemment, c'est facile après les 3 saisons de Gignac de dire ça, mais est-ce que Gignac est capable de marquer 15 buts au Portugal ? Je pense. Non, c'est une blague. Ne répondez pas ça. Pour répondre sur ce truc de Mitroglou, moi je pense qu'il faut le laisser partir parce que c'est aussi lui, ça vient de lui quoi. J'ai l'impression que lui aussi, il n'est pas dans cette disposition là de réussir à l'OM. Michel, t'es ok toi ? Tant pis, on finit la saison avec NJ et Germain. Elle est emmerdante ta question. C'est le but. Parce que en fait, le cas Mitroglou, donc il reste quoi ? Il reste 6 jours de mercato. Moi je pense que si on le vend, voilà, il faut avoir quelqu'un donc justement parce que offensivement, à ce moment-là, on n'aura que Germain et NJ. Mais ma question, c'est que tu ne le remplaces pas. Et comme tu disais, on a énormément de matchs. Et donc, je pense qu'il nous manque encore un talent offensif parce que si Thauvin n'est pas là, il nous manque du talent offensif. Donc, si on se sépare de Mitroglou et qu'on prend personne, je trouve qu'en nombre, en tout cas, on va être dépourvu. Ça veut dire que tu veux le faire jouer dans certains matchs, Mitroglou encore. Tu le fais entrer. Tu peux le faire entrer si le ballon lui tombe dessus, on ne sait jamais. Tu peux le faire. Dans les matchs à enjeu.
Oui, on ne sait jamais, ça va vite. Le ballon, il peut lui tomber dessus, il peut mettre 2 buts de la tête parce sinon c'est pas possible. Mais comme Brandao, quoi, tu vois, voilà. Mais ce qui m'embête, c'est vraiment de se séparer d'un joueur offensif. Je trouve, sans le remplacer. Après, je peux comprendre qu'on le vende si à 22h on a une offre à 10 millions d'euros, je pourrais comprendre quand même le club s'il s'en sépare. Est-ce que ça t'embête pas plus à ce moment-là si ça devient à nouveau Letty Ndiaye ou Julien Rodriguez, c'est-à-dire qu'il reste après pendant 2 ans au club où tu payes son salaire et il joue plus jamais parce qu'il a encore un long contrat et il n'est pas payé au prix de Sarri et Rokia. Que pense notre supporter des Yankees, Guillaume, de cette affaire Mitroglou et de ce football fiction que je vous propose ce soir? C'est quand même le rayon farce et attrape du mercato, ça, Mitroglou, hein. Un joueur acheté dans le temps additionnel du mercato et on voit le résultat. Et tu le revends dans le temps additionnel du mercato? Après, non, alors je suis assez d'accord avec ce que disait Michel là. Non, c'est bon, maintenant il y est, on le garde. C'est un joueur qui a quand même marqué beaucoup de buts dans sa carrière, qui a joué beaucoup de matchs, y compris des matchs européens et même des matchs internationaux aussi, je crois. Bien sûr. Il est là. Si c'est pour le vendre et pas le remplacer, non, on le garde. Mais effectivement, c'est un peu lui faire signer un avenant avec la bonne mère et que si le ballon lui tombe derrière l'oreille, ça puisse faire but. Bon. Mais il faut le garder quand même, hein, parce que... Mais on le paye quand on n'a pas juste payé à l'achat. Tous les mois, il y a un salaire qui tombe. Vous gardez des potes sur le banc. Des bottines. On va dire que tout le monde a le droit un peu de se tromper dans les mercatos. Hein. On a des joueurs, on est bonne pioche ou mauvaise pioche. Là, c'est pas une erreur, ça c'est une horreur. Oui. Après, je défends le mercato quand même. C'est à la fois, par exemple, je veux dire, c'est un coup extraordinaire Luis Gustavo et à l'opposé, il y a Mitroglou. Donc à l'arrivée, si tu regardes bien, le problème c'est que c'était le grand attaquant annoncé pendant 9 mois et que ça a cristallisé beaucoup d'aigreur et chez les supporters. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe bien dans son intégration. Je sais pas, parce que c'est quand même un bon joueur. Hein. Il y avait une question justement. Il y avait une question, j'ai plus le nom, mais qui disait en gros, est-ce que même inconsciemment, on a oublié, les joueurs lui ont fait payer le fait que Gomis ne reste pas. Évidemment, c'est pas le cas. Gomis n'avait pas non plus une cote extraordinaire dans le vestiaire de l'OM. Mais il faut arrêter de trouver les excuses. Mais sans dire rapidement, Romain, j'ai envie d'écouter Jacques quand même. Mais ce que juste Mitroglou, c'est clair qu'il a du mal à trouver sa place à Marseille. Il n'est pas à l'aise, mais on voit bien l'attitude de ses coéquipiers sur le terrain, mais même un peu en dehors, parce qu'on a la chance d'assister aux entraînements. C'est pas non plus le grand amour, qu'il y a un vrai décalage, une vraie incompréhension. Mais ils essayent quand même de l'intégrer, mais ils ont du mal. Parce que déjà, il y a la langue quand même. C'est important quand même. Ça sent le truc forcé. Alors, bien sûr, mais après. Je tiens pas à dire regardez, je vous avais mis en alerte, mais à la présentation de Mitroglou, j'avais posé une question sur Fulham et il s'était d'ailleurs un peu énervé, donc comme il parle allemand, ça donnait dessus des proportions. À Fulham, il est arrivé là-bas pour 15 millions d'euros, il a eu une petite blessure un peu comme chez nous, le club comptait sur lui pour se maintenir, ils ont fini 20e, ils sont jamais remontés, enfin voilà, et ça a été très compliqué et il a jamais joué. Je veux écouter Jacques. Ça peut durer quoi. Je veux écouter Jacques. Allons-y Jacques. Merci. De rien. Je connais pas son agent, mais alors franchement l'agent est chapeau, parce que pour arriver à faire ce qu'il a fait et dire ce qu'il dit, les ballons ils n'arrivent pas dans la surface. Alors là, excusez-moi, mais j'ai vu des choses, j'ai entendu des conneries, excusez-moi l'expression, mais alors là, ça dépasse tout. Ne t'excuse pas. Non, c'est impressionnant ça. Il est toujours mal placé. Tu vois, quand l'autre jour, je suis revenu sur l'œil du tigre, tu as vu ce regard l'attaquant, il a toujours un regard c'est ce qu'on appelle le body language. On le voit, on a l'impression qu'il est là, c'est pas ce qu'il fait, quoi. Il a rien, il se blesse à l'échauffement, le gars. Non, mais faut arrêter. Il est en méforme, il est pas à la bonne place. Mais va-t'en, mon ami, mais va-t'en. On terminera là-dessus. Tiens, on va proposer ce petit sondage sur Twitter. Alors Camille, on va essayer d'y arriver. Je sais que la question est compliquée, mais voilà, football fiction. Si à 22h, le dernier jour du mercato, une offre arrive pour Mitroglou, on vend, on garde, sachant qu'on ne peut pas le remplacer. Il faut le préciser. Je le mène à l'aéroport. Pour répondre Zako, vas-y Romain, tu peux la lire. Voilà, on nous demande si Mitroglou est aussi critiqué par les médias, parce que c'est la seule critique à faire sur l'OM en ce moment. Je reprendrai juste l'argumentaire que donnaient Guillaume et Michel. Si tu me dis Mitroglou n'a jamais signé à l'OM, mais Luis Gustavo non plus, fais-moi venir Mitroglou, c'est pas grave. Voilà. Très bien. Merci Romain, merci messieurs. On passe tout de suite à l'avant-match qui sera bien conséquent aujourd'hui parce que c'est un des matchs peut-être tournants de la saison.
fait, le championnat. Oui, Romain, tu disais? Non, je disais, c'est le championnat, c'est que des tournants au final. Au final, tu tournes en rond et tu reviens sur 38 tournants. C'est pour ça que bah, là, et tu recommences la saison d'après, etc. Bon, oui, c'est le principe du championnat d'ailleurs. Allez, je me suis égaré. Monaco, c'est dimanche au Stade Vélodrome à 21h. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop avec cette équipe de Monaco? C'est vrai qu'ils nous ont mis quelques fessées ces derniers temps. Hein. Voilà. On verra les statistiques tout à l'heure, mais est-ce que finalement ils sont pas beaucoup moins forts quand même que la saison dernière? Ils sont moins forts, mais est-ce qu'ils le sont pas encore plus que ce qu'on pense, Michel? Là, c'est un fossé. Voilà, déjà, ils n'ont pas d'équipe. L'année dernière, je les regardais jouer, que ça soit techniquement, dans l'impact, collectivement, moi, au Vélodrome. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'un rouleau compresseur d'une équipe. Là, c'est pas une équipe. Voilà. Lyon et l'OM, c'est une équipe. Là, ils ont des individualités qui font basculer les matchs parfois parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Un Lemar, un Falcao, un Baldé, pourquoi pas, un Moutinho sur un petit ballon, un coup franc ou quoi. Mais c'est pas une équipe. Et ils ont tellement perdu de joueurs que voilà, ils ont mis des joueurs à l'arrivée. On le voit là, hein, les 4 qui sont en blanc, c'est les joueurs qui n'étaient pas titulaires la saison dernière ou qui n'étaient pas au club. Il y a Benjamin Mendy, il y a Bakayoko, il y a Mbappé et Bernardo Silva. Mais voilà, tu sais, Michel, quand tu dis il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne qui parle le même langage. Là. Oui. Si tu regardes le Glick, le machin, il y en a plein qui parlent. Il y a autre chose, Fabinho, il voulait partir. Enfin bon, il y a vraiment. Lemar aussi. Le coup de langage, l'an dernier, ils avaient la même nationalité, ils n'ont pas perdu leur notion de France. Oui, mais tu avais quand même Mbappé, tu avais le petit Costa, Mendy, c'est français. Mendy, c'est français. C'est sûr qu'ils jouaient de toute façon, je pense que, parce qu'on parle aussi beaucoup du recrutement des ratés de l'OM dans le mercato. Et ratés de Monaco, c'est quelque chose. Leur Congolo derrière qui est reparti déjà au bout de 6 mois. Jovetic, avec le fameux coup de l'hélicoptère où tout le monde a raillé Jacques Henriero. Au final, il ferait mieux de la faire oublier cette histoire parce que si c'est l'homme qui a fait Jovetic, Mitroglou, un peu même combat, quoi. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais pas le même traitement au final. Hein. Donc là-dessus, c'est aussi un peu compliqué. Mais je pense que Monaco, c'était comme en 2015, ils arrivent en quart de finale de Ligue des Champions et ils font podium en championnat, au nez à la barre de l'OM. C'était une équipe séduisante. Ils ont tout vendu. Ils ont eu une année un peu de transition et ils sont revenus avec le titre et la demi-finale. Là, je pense qu'ils sont pareils entre deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, Jorge, Keita Baldé, tout ça. Surtout Keita Baldé, quoi. Qui va être fort. Et il a été pas mal là encore en coupe. Sa passe D est très intéressante. Ils vont être très bons l'année prochaine. Là, ils sont en année de transition. Donc, c'est peut-être l'année pour les prendre. Mais après, il y a quand même beaucoup d'expérience. Et la grosse différence, c'est qu'ils prennent énormément de buts par rapport à l'an passé aussi. Il y a des joueurs qui n'ont plus le même niveau. C'est-à-dire que Sidibé, c'est pas on avait le Sidibé de fin août. Tiens, je sais que tu veux insister sur le but qu'a encaissé Monaco hier contre. Voilà, parce que on va voir de Mariano. Ne vous concentrez pas, donc vous allez voir centre au second et tête de Mariano. Regardez Sidibé qui l'a au marquage au départ et qui le lâche totalement. Regardez, il est 2 mètres derrière, il le regarde. Radji lui gueule dessus. Voilà, il le tient un peu par le bras, mais c'est fini. Voilà, c'est affreux comme marquage. Et on parle d'un mec qui est titulaire, normalement le titulaire de l'équipe de France au mondial en Russie. Au poste d'arrière droit, là il joue arrière gauche. Démotivation quand même. Jacques, on valide ce qu'ont dit nos camarades ou tu trouves que cette équipe elle est pas aussi mauvaise que ça? J'ai pas dit mauvaise. Non, j'exagère évidemment, mais quelle est ta religion là-dessus, quoi? Mais écoute, je vois comme des joueurs comme Gemerson, Glick, on dirait un joueur de division d'honneur. Il est devenu déjà qu'il était moyen, là il est moyen moins. Alors effectivement il donne des coups, mais c'est un joueur qui est souvent mal placé. En ce moment, je le trouve moyen. Franchement, Glick, je suis pas fan du tout. Je trouve qu'il est plus dans le coup. Comme quoi, Rolando, sa cote est en train de monter, messieurs. Hein. Moi, je vous le dis depuis des années. Je suis à la fois à 100% d'accord avec toi, mais l'année dernière, il a fait quand même une belle saison. Il a marqué un nombre de buts incroyable. Il était solide, même si j'aime pas forcément le point de vue technique. Dans la saison passée, l'année dernière, moi je me disais quelle bonne pioche. Il est métamorphosé. Là, c'est vrai que je ne le reconnais pas. Puis il est malchanceux. Regarde l'occasion en toute fin de match hier soir. Il met un super coup de tête et ça rentre pas. Sur tous les corners, il était là. Alors ça passait de très peu, c'était dedans, mais là cette année, il n'y est pas. Alors Raji, n'en parlons pas. J'espère, je souhaite qu'il jouera contre nous parce que Raji, ça c'est. C'est Henri Bédimo, c'est le Henri Bédimo blanc. Il y a d'autres solutions. On en parlera tout à l'heure de la compo de Monaco. Guillaume, toi, Monaco, ils te font peur pour le podium ou tu te dis logiquement on devrait accrocher le podium? C'est une phrase qu'on n'aurait pas pensé il y a 2-3 mois, encore une, hein. Mais tu te dis qu'on est parmi les favoris au podium finalement.
À Monaco, on parle quand même d'une équipe qui monte de Ligue 2, qui fait 85 points, qui ensuite finit champion de France devant le PSG, qui fait une demi-finale de Ligue des Champions, qui est là devant nous avec combien de points là il faut un parcours de champion encore là depuis. Si on enlève l'ère Qatari, mais comme nous d'ailleurs. Hein, on parle quand même d'une équipe qui est. Alors c'est vrai que collectivement ils sont en difficulté, ça c'est clair. C'est vrai que la paire Gemerson-Glick cette année, elle est pas au niveau de l'année dernière. Et moi, à mon avis, si on dit que Monaco a des difficultés, c'est bien que Glick et Gemerson ont un niveau qui est bien plus bas que l'année dernière. Mais moi, je vous trouve un petit peu dur quand même, parce que c'est une grosse équipe. Hein. J'ai pas dit qu'on allait les atomiser. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. C'est vrai qu'ils ont un problème collectif. C'est vrai qu'ils a demandé s'il y avait vraiment une grosse différence avec l'an passé. Il y a une différence, mais c'est vrai que tu pour toi, disais elle est moins grosse que pour les autres. Je pense qu'elle est pas si grosse que ça. Et pour moi, ils ont quand même un top player qui peut changer la donne, et c'est pour ça que je suis en fait la fin du mercato avec beaucoup d'envie, parce que pour moi, ils ont Thomas Lemar, et Thomas Lemar, il peut faire gagner, alors que c'est un registre de passeurs, il peut faire gagner un match tout seul. Glick et Gemerson qui retrouvent leur niveau, et parce que Falcao, il faut pas le laisser trop longtemps seul. S'ils ont vendu Thomas Lemar, mais allez-y, sauf que Thomas Lemar, il fait une saison cataclysmique. Oui, mais c'est Thomas Lemar, il a un potentiel qui fait que. Et puis là, comme avec le contexte. Je pense supérieur à Payet. Honnêtement, j'aime beaucoup Dimitri Payet, mais pour moi, Thomas Lemar, on voit le match contre les Pays-Bas à la fin. Oui, mais c'est important de le dire. On est supporter de l'OM, mais il faut reconnaître quand même que Lemar, il y a une possibilité de devoir partir à 100 millions. Tu peux pas savoir, comme je vais sur les forums de Liverpool en leur disant il faut recruter Lemar, c'est génial, prenez-le à 100 millions. T'as du temps, toi. Hein. Oui, écoute, on veut la Ligue des Champions, il faut tous les moyens, et je me donne les moyens. Il faut pas oublier que Guillaume et puis on en a pris 6 quoi. Je sais pas, on est en train de parler d'une équipe qui nous ont planté 6 Doria, Ubocan. Il y avait une équipe catastrophique. Encore une fois, je me répète, ça va être très dur dimanche. Mais voilà, c'est pas la même équipe qui est venue au Vélodrome l'an passé. Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il y a eu des problèmes extrasportifs. Je sais pas si vous vous en rappelez, si vous êtes au courant, le président, ce qu'il a subi, le président monégasque. Une soi-disant incarcération, donc ça a été vraiment compliqué, le prince. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une cassure à Monaco, et une grosse cassure. Il y a des choses que je ne peux pas dire, que je suis au courant. Même à l'intérieur du vestiaire, ça a été compliqué, voire très compliqué. Ce n'est plus la même équipe que l'on a affrontée. Donc je pense, nous, l'Olympique de Marseille, j'essaye d'être objectif. On a les moyens, effectivement, de ne pas les battre 6-1. Ça me paraît improbable. Encore que, pourquoi pas. Mais en ce moment, on est supérieur à Monaco. Ils ont quelques individualités, je rejoins Michel, mais nous, on n'est pas mal du tout. Notre milieu de terrain, Gustavo, il est en garde des forces, on fera l'avant-match juste après, t'inquiète, ouais, c'était vraiment sur le niveau de Monaco. On va finir là-dessus. Juste avant, je vous propose une stat qui va peut-être vous tempérer un petit peu, messieurs. C'est la 18 stat... buts. Non, c'est la stat actuelle de Monaco, voilà, qui fait partie des 10 équipes les plus en forme en Europe. L'OM est 7ème, d'ailleurs, faut le signaler. Sur les 6 derniers matchs de championnat, eh bien, Monaco est à 4 victoires et 2 nuls, ce qui les met en 10e place de ce classement. Voilà, donc il y a Lyon, il y a Paris, il y a Marseille dans ce classement, mais il y a aussi Monaco qui, voilà. Oui, mais il faut voir les adversaires que tu as rencontrés. Si tu as rencontré Angers, 3 ils sont pas autant en difficulté que ce qu'on peut penser, puisqu'on les a doublés, etc. Mais ils ont perdu hier en coupe. Là, c'est un championnat, mon petit peu. D'accord. Je l'ai dit pourtant. D'accord. Tu m'écoutes pas assez. Je suis désolé. Mais c'est les années, ça, tu sais, on s'écoute plus haut. Mais la dynamique, les coupes, ça compte quand même dans une dynamique. Tu peux pas dire on a perdu, mais surtout qu'ils avaient quand même une équipe avec beaucoup de titulaires. Mais plusieurs fois, ce qui leur est arrivé hier, là, parce qu'ils frappent le poteau dans les arrêts de jeu. Cette année, ça leur est arrivé plusieurs fois, hein, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Donc, ils ont perdu pas mal de points sur des trucs. On oublie quand même qu'ils avaient Mbappé. La deuxième partie de saison, il marchait sur l'eau aussi. Hein. Ouais. On est obligé d'enchaîner, messieurs. On va s'intéresser à l'Olympique de Marseille maintenant. L'OM est-il capable de ne prendre aucun but dimanche contre Monaco? C'est le débat de la prochaine partie.
Allez, et ça sera un duel, cette partie, ça opposera Romain à Jacques, mais je vais vous donner des éléments, messieurs, pour peaufiner vos arguments, pour regarder un petit peu ce qui se fait. On va commencer avec les stats de l'OM contre Monaco sur les 4 derniers matchs. Voilà, 18 buts encaissés. Voilà, on rappelle le thème du débat, l'OM est-il capable de ne prendre aucun but contre Monaco ? 18 buts encaissés sur les 4 dernières rencontres contre Monaco, justement. Voilà, donc ça fait réfléchir les 4 d'ailleurs, sous l'ère Rudy Garcia. Hein, voilà, précisons-le évidemment. Le tableau suivant, c'est la série des clean sheets de l'OM, puisque on parle de ça. Ça fait quand même 5 matchs, voilà, que les cages soit de Steve Mandanda, soit du Johan Pelé n'ont pas été franchis par le ballon. Est-ce que tu as le nom du dernier buteur contre l'OM ? Oui, je l'ai, parce qu'on a travaillé. Donc je vais peut-être le laisser. Non, mais c'est autres. quelqu'un que tu aimes en plus. Oui, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Donc je vais peut-être laisser Michel, par exemple, dans le micro, peut-être. C'est Pelé. Bravo. Brian Pelé. Sur une erreur de Steve en plus. Sur une erreur, c'est exact. Et donc c'était contre 3 en décembre. Voilà, donc on n'a plus pris de but depuis plus d'un mois. Ce qui est quand même assez rare hein, dans le foot, non Jacques ? Oui, je parle sous ton contrôle. On a trouvé un équilibre. Dans la précédente émission, on avait parlé de Steve Mandanda. Je t'avais dit que je le trouvais pas en forme, parce que là je le trouve totalement métamorphosé. La trêve, ça lui a fait bien. Il avait besoin d'être le match à Rennes par exemple, il est exceptionnel. Il est super bien. Même à Valenciennes, le premier match où il nous fait du bien aussi. Messieurs, maintenant je vous propose Rudy Garcia. Ça fait 5 matchs, je crois qu'on prend pas de but, donc ce qui serait bien, c'est que qu'on étende ça au moins à 6 matchs. Voilà, c'est le moment du duel. Romain, Jacques, l'OM et croyez-vous que l'OM est capable ? Croyez-vous que l'OM ne va pas prendre de but dimanche ? Voilà, tout simplement. Jacques, est-ce que tu veux prendre ou laisser la main ? Je laisse la main. Très bien. Laisse la main. Très bien. Indice, bien sûr, chez vous, pour vos régions. Michel, dédicace évidemment, France Télévisions. Bien évidemment. Samuel Etienne. Question pour un champion. Comment tu le trouves, Samuel Etienne ? Je sais que. Il est meilleur journaliste. Ouais. Moi, je trouve qu'il progresse bien. C'est quand tu pars d'en bas, tu Et voilà, on l'embrasse quand même. Sam. Romain, c'est parti. 30 secondes. Crois-tu que l'OM ne va pas prendre de but contre nos amis monégasques ? Pour moi, je pense qu'il faut se mettre dans l'idée qu'on va prendre un but contre Monaco, donc j'y crois pas à ce nouveau clean sheet, parce que il faut pas, c'est pas une finalité en fait. Et le problème, c'est qu'à trop se le mettre dans la tête, derrière on arrête son match, alors que contre Paris, on a fait un super match. Et ça sera un gros match qu'il faudra faire de la même intensité, parce que là aussi c'est une top équipe du championnat, c'est les fameux gros qu'il faut battre, mais on peut les battre avec un esprit de se dire on va marquer un but de plus, et pas de se dire attention, il faut pas s'en encaisser, il faut avoir un esprit conquérant, garder l'identité de jeu qu'est l'OM depuis quelques matchs. 30 secondes bien utilisées par Romain. À toi, Jacques, alors, est-ce que tu y crois, toi, que l'OM ne va pas prendre de but dimanche contre Monaco ? J'y crois, j'espère, parce que Rudy Garcia va s'abriter dans sa causerie en leur disant écoutez, on a été capable de ne pas encaisser de but jusqu'à présent, on est costaud, on est solide, on continue, on a devant nous 2 milieux récupérateurs en super forme, on est capable de contrer cette équipe-là sans aucun problème, et il faut surtout gagner, et essayer de gagner 2 voire 3-0, et on effacera la claque qu'on s'est pris chez nous, et voilà, on va conserver notre cage inviolée. Jacques, t'as 4 secondes, tu veux saluer quelqu'un peut-être ? Un petit bisou. Oui, coucou mes petits-neveux. Ouais. Alors, que je ne me trompe pas, parce qu'autrefois je me suis trompé. C'est Noah et Mathéo. Bah écoute, merci en tout cas de nous regarder, Noah et Mathéo. Voilà, le plaisir est là. Tu veux saluer aussi quelqu'un, je crois, Michel ? Non. Alors, non. Michel, tu votes pour qui dans ce duel ? Moi, je vote pour Jacques, j'y crois. J'ai pas dit qu'ils vont le faire, mais la question c'est y croire. Moi, j'y crois parce qu'on est très solide. Zambo, en ce moment, il est pour moi extrêmement sous-coté. Il est au top. Luis Gustavo, on n'en parle pas. On est solide, on prend pas de but. On arrive à faire la différence en fin de match. Il y a un match en plus. C'est un match de Ligue des Champions dimanche. Donc Monaco traverse pas une phase vraiment exceptionnelle, même si j'ai dit qu'ils avaient des individualités fortes devant, je crois. Guillaume, pour qui tu votes ? Moi je vais rejoindre Romain là-dessus. On va gagner parce qu'on aura marqué un but de plus que Monaco, c'est sûr. C'est vrai que on a un collectif, du coup une animation collective qui est meilleure que Monaco, je pense. On a trouvé un bon équilibre. C'est vrai que d'avoir enchaîné tous ces matchs sans prendre de but, c'est quand même une performance et c'est assez appréciable, mais il y a quand même Falcao en face,
Ça va assez vite. Je nous vois quand même déborder parfois. Au moins une fois, quoi. Ouais, je nous vois quand même déborder au moins une fois, mais on va être solide et... Tu restes confiant malgré tout. Ouais, je reste assez confiant. Si on ne se désunit pas collectivement, on battra Monaco, c'est sûr, mais en prenant un pion. Ouais. Très bien, messieurs, on va passer au compo maintenant. C'est la 6e partie. On va juste... Laisse les gens voter. Oui, bien sûr, Romain, mais je sais plus. Voilà, ça y est. Évidemment, c'est vous qui départagez nos deux amis, Romain et Jacques, sur Twitter. Évidemment, votez. Donc, croyez-vous que l'OM ne va pas prendre de but contre Monaco? Oui ou non, tout simplement. Et on aura le résultat en fin d'émission. On passe tout de suite, donc, je le disais, au compo de cet avant-match. On commence avec le classement et le calendrier, comme ça on voit la situation exacte de cette rencontre où l'OM est désormais devant Monaco et derrière Lyon, tout se joue à 1 point, voilà, et on voit Nantes qui est déjà à 13 points, comme quoi l'objectif de la saison officielle est quasiment déjà atteint. On passe tout de suite au calendrier, voilà le bas de tableau qu'on regarde toujours avec plaisir. Puisque on n'y est pas surtout. Il y a des amis à nous aussi qui sont pas loin. Voilà. Et donc le calendrier de l'Olympique de Marseille ou le calendrier croisé. Le calendrier croisé, voilà, c'est encore mieux, où on voit exactement les oppositions de l'OM, de Monaco et de Lyon sur les 5 prochaines journées jusqu'à PSG-OM. Voilà, on est allé jusqu'à là. La même journée d'ailleurs, il y aura OL-SSE. Ce qui fera un beau petit week-end pour les fans de foot. Et Toulouse-Monaco, pour ceux qui ne vont pas au stade, voilà, c'est aussi sympa. C'est les 2 stades les plus vides de France. Un calendrier, on le disait, compliqué pour Lyon, Michel, malgré tout. Oui. C'est pour ça que les 2 matchs qui viennent, ils sont capitaux. Moi, je dis que, tu rigolais tout à l'heure, le tournant, et Rudy Garcia, il va dire tous les matchs sont importants, ça vaut 3 points. Et c'est vrai. Mais on reçoit 2 fois, dont Monaco. Si on arrive à battre Monaco et Metz, si on arrive à battre Monaco, on a 4 points d'avance. Et en plus, il y a ASM, il y a Monaco, Lyon derrière. Et quand on voit le calendrier derrière de Lyon, nous on sait qu'on va perdre des points derrière, obligatoirement, puisqu'on va rentrer dans le dur avec un calendrier démentiel. On va à Paris, on va aller à Saint-Etienne, ce sera compliqué. On reçoit Bordeaux, on va recevoir Nantes, c'est difficile. Donc il faut vraiment en profiter de ces 2 matchs à domicile là pour avoir une sorte de petit matelas, parce que vraiment je pense qu'on peut avoir 3-4 points d'avance sur Monaco et même sur Lyon aussi, pourquoi pas, enfin peut-être pas 3-4 mais avoir un petit peu d'avance, parce qu'après c'est difficile, on va perdre des points. Messieurs, on a vu les calendriers, on va passer tout de suite au compo. On va commencer avec la compo de Monaco, la compo possible et probable de l'ASM, même si Moutinho peut par exemple laisser sa place à Thielmans, mais c'est des détails. Voilà, Ghezal sur le côté droit, ça peut être Ronny Lopez, mais ça se ressemble de toute façon. D'ailleurs, Ghezal sur le côté gauche et Keita Baldé à droite. Ça permute. À voir, ça, c'est vrai que... ça permute. Mais Ghezal a fini le match contre Lyon sur le côté droit et c'est là qu'il a été bon. C'est pour ça qu'on l'a positionné. C'est vrai que Keita Baldé s'installe vraiment sur le côté droit. C'est vraiment un joueur très intéressant et ça sera un peu le danger à ce niveau-là. Et puis attention à Almami Touré, qui était venu en mettre 2 au Vélodrome. C'est pas courant pour un latéral droit. Je pense que dans un match comme ça, il va mettre plutôt Ronny Lopez que Ghezal. Ronny Lopez à droite. En plus, il veut le faux pied. Et puis Ghezal, il est un peu tendre poulet pour ce genre de match. On l'a déjà vu avec Lyon. Moi, je pense qu'il va mettre cette équipe. Eh ben, il va mettre Diakabi. Voilà. Qui est blessé quand même. Bon, ben, il va le mettre quand même. Notre Diakabi. On passe tout de suite à la compo de l'Olympique de Marseille. La compo possible, puisqu'on en a fait 2. Ah oui. 2 options. Donc la première option, c'est celle-ci avec Sanson en 10, Payet à gauche. La classique, quelque part, de ces dernières semaines. Ou l'option 2, qui est l'option Ocampos, on peut l'appeler comme ça, ou l'option NJ sur le côté gauche. Et pas de Morgan Sanson. Je sais que Jacques Bail va s'énerver là tout de suite. Oh, c'est pas le seul. Mais voilà, donc c'est d'avoir par exemple Ocampos sur ton fameux Almami Touré, Romain, d'avoir un mec qui sait défendre sur Touré, quoi. Ouais, bon, moi je suis plus... Tiens, qu'est-ce que tu choisis, toi ? Moi, je suis plus l'option Sanson parce que je trouve que voilà, il a fait de très bons matchs. Je l'aime beaucoup moi dans cette position-là. Payet à gauche sans être vraiment à gauche, voilà, c'est pas. Il y a personne à gauche alors pour défendre. Il y a Sakai. Je vois pas. Je réfléchis plus à comment
on va attaquer contre Monaco que comment on va défendre. Et dans cette position-là, avec ces joueurs-là, techniquement, je me dis qu'on est gagnant. On peut pas mettre Sanson à gauche pour le coup? Ouais, Sanson, il a tendance un peu à partir sur la gauche aussi. Hein. Mais moi, je te rejoins, Romain, je préfère largement cette équipe-là. Il a une intelligence de jeu, ce Sanson, qui est une arme. Je vais être le seul. Redis-le, Jacques, on l'a pas très entendu. Non, je disais c'est grâce à moi. C'est pour plaisanter. On rappelle que tu l'as eu à Montpellier avec Roland. Plus de 2 ans. Évidemment. Non, moi, ce que je voudrais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ça, on les a présentés, ok, c'est bien pour les journaux, c'est super. Après, dans l'animation, il y a l'animation offensive et il y a l'animation défensive. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. D'accord? Donc, le Sanson, je l'ai positionné là, mais il est capable de venir soutenir le côté gauche. Si Payet, il vient à un moment donné dans l'axe, tout ça c'est travaillé avec Rudy Garcia, il n'y a aucun souci là-dessus. Michel, je te vois moi je suis... Non, je suis pas en désaccord, je suis un des rares, mais je me trompe, sûrement, à pas être dithyrambique avec Morgan Sanson. En gros, il a mis 9 buts, ce qui est très très bien, mais il pourrait en avoir à peu près 30 à 35. C'est-à-dire que je le trouve extrêmement maladroit devant le but. C'est hallucinant le nombre d'occasions qu'il a et qu'il met, même pas les cadres, à gauche, à droite, de la tête, etc. Je trouve qu'il est en ce moment un peu surcoté. Ocampos, dans ce genre de match, il va être extrêmement utile. Je pense qu'il faut être solide au départ, même s'il faut essayer de gagner. Que Payet en 10, je le préfère. Et puis en plus, Ocampos, il peut défendre avec Sakai, qui n'est pas un latéral gauche de métier. Je préfère Ocampos et puis faire entrer Sanson et NJ, pourquoi pas, à l'heure de jeu. Voilà, je trouve encore une fois qu'il y a beaucoup de déchets avec Sanson. Alors, est-ce qu'il a, pour lui, ça je suis d'accord, est-ce qu'il a un énorme volume de jeu, que pendant 90 minutes il attaque, il défend, on le voit de tous les côtés, et que finalement, souvent, il arrive à finir par avoir une passe décisive ou à marquer, ça je lui reconnais, et il fait quand même une bonne saison, mais je trouve qu'on est un petit peu trop élogieux à son égard. On est trop élogieux, mais regarde les milieux de terrain, les stats. Est-ce que tu as un milieu de terrain qui... Alors tu vas me dire Nabil Fekir, mais voilà, il n'y en a pas 50 qui sont capables de mettre autant de buts que lui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le registre technique. Alors il tente beaucoup, il y a du déchet. Il y a des matchs où il est vraiment exceptionnel et des matchs où c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on n'est pas moins bon quand c'est Sanson en 10 plutôt que Payet? Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que Payet joue en 10, on est meilleur. Je sais pas. Il a raison. Non, je trouvais des prestations très abouties avec Sanson à ce niveau-là. Je trouve que le match contre Strasbourg au Vélodrome, il y a une certaine maîtrise à ce niveau-là. C'est mon avis. On a été bon contre Strasbourg? Je trouve qu'en seconde période, tu mets quand même. Pas exigeant. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis Ocampos, après, c'est toujours pareil. Je te dis pas, Morgan Sanson, c'est le meilleur milieu droit. C'est pas ce que je te dis. Moi, je mets Payet en 10 et Sanson à gauche. Moi, je suis de ton avis. Je te dis juste que tu me proposes de mettre, tu me dis quelque part, c'est soit Sanson, soit Ocampos, soit NG. Vu le niveau technique des deux autres que tu me présentes, même si Ocampos, j'oublie pas que contre Paris, ça déborde d'énergie. On a peut-être entraîné d'autres dans le côté Grinta. Je préfère un mec technique. Voilà, c'est tout. Pour moi, Ocampos, c'est le premier nom que j'ai coché au moment de Épinal, parce qu'il te faut dans les matchs debout et compagnie, il te faut un mec comme ça, il aime ça. Tu l'as vu, il s'en est mis sur son maillot. Mais en toute honnêteté, j'ai du mal avec Sanson en 10, mais après, je peux entendre que vous aimez. C'est 10, c'est ce que disait Jacques, c'est 10 pour la position. Parce que je le préfère pas Jacques quand il est, par exemple, pour moi, en ce moment, Zambo Anguissa, il est incontournable, c'est mon avis, mais tu le préfères pas un petit peu plus reculé, par exemple, à côté de Luis Gustavo pour des matchs contre Metz, au Vélodrome ou Strasbourg, où là justement il a le jeu devant lui et il a un tel volume de jeu, il peut apporter, il peut aller dans la surface, faire une sorte de box to box et comme box to box, et comme il sait tout faire, là il peut être un peu plus intéressant. Allez, ce sera le mot de la fin, Jacques. Oui, mais effectivement, je tout à fait, je le préfère à ce poste-là. C'est presque, je vais te dire, c'est son poste. Son poste, c'est pas un numéro 10, Morgan. Ça n'a jamais été un numéro 10. Là aujourd'hui, si on le met pas dans ce positionnement-là, il va pas jouer. Les Zambo Anguissa, Luis Gustavo, c'est vraiment très costaud. Et lui, il va t'apporter quand même de la fraîcheur. Ça monte, ça redescend. Au niveau des passes, c'est quand même quelqu'un de vachement important. Non, je pense que si je mets en 10 et je te rejoins et je le mets sur le côté gauche. Ah, j'ai réussi à convaincre Jacques. Ah ouais. Bon, ça me fera la soirée. Faut se satisfaire. Que ça. Restons là-dessus alors. Il faut se satisfaire des petits plaisirs de la vie. C'est petite victoire du quotidien. Et il faut se satisfaire du nécessaire, comme me dit Camille également dans l'oreillette. On passe tout de suite aux questions-réponses. C'est à toi de jouer, Camille, là. Allez, c'est parti.
Les questions-réponses que va nous envoyer Camille aux réseaux sociaux ce soir. D'ailleurs, je profite également pour souhaiter un bon anniversaire à notre réalisateur historique et talentueux Nicolas Chabert. Voilà, on t'embrasse Nico, bon anniversaire. Football Love, seriez-vous déçu de ne voir aucune recrue lors de ce mercato? On commence avec toi Guillaume. Elle t'embête les questions mercato ce soir. Ouais, mais c'est parce qu'en fait c'est un peu chiant toutes ces histoires de joueurs qui viennent pas. Alors, nous, il y a un club qui a été vendu à un type qui a dit on va être champion d'Europe. Ils ont fait les photos avec la Coupe d'Europe. Donc il y a un an. Oui. Prenez les joueurs que vous les prenez quand vous voulez, l'été, l'hiver, quand vous voulez. Cette année, on va essayer d'accrocher la seconde place. L'année prochaine, on veut être champion de France. Donc, prenez des joueurs maintenant pour demain, prenez des joueurs au mercato, prenez-les quand vous voulez. De toute façon, c'est toujours la même histoire, le mercato. Quand ils sont arrivés, on a expliqué, mais c'est pas le mercato d'hiver, il faudra les juger au mercato d'été. Le mercato d'été se termine, on dit, il faut pas juger au mercato d'été, il faut attendre de voir les résultats que ça va donner. Et là, on est encore en train de se poser les mêmes questions. Il faut attendre de voir les résultats. Oui, mais on est toujours dans cette boucle. Alors, prenez des joueurs ou n'en prenez pas. Finissez second cette année. On a les moyens de finir second. Il faut aller se battre jusqu'au bout. L'année prochaine, on veut jouer le titre pour être champion de France et faire bonne figure en Ligue des Champions. Donc, prenez des joueurs quand vous voulez et où vous voulez, mais faites-nous un peu rêver. Non, mais je reviens juste sur ce qu'il a dit. Je comprends ce qu'il dit, mais il a fait une erreur de com, tout simplement. McCourt, il n'a pas réalisé qu'avec ses 215 millions, malheureusement, tu pouvais être que 2e ou 3e de la Ligue 1, que les droits anglais, le droit télé anglais, ils étaient monstrueux, que pour avoir un joueur maintenant, un joueur, c'était 100 millions, il n'a pas réalisé, et donc il s'est enflammé. Ça, c'est pour répondre à ta question. C'est pour répondre. C'était pas le cas quand il l'a fait. Quand il a dit, tu n'achetais pas Mbappé 80 millions après 20 matchs de Ligue 1. Entre temps, il s'est passé des choses. Pour répondre à cette question. Il y avait quand même déjà des gros prix dans le football. Moi, je serais déçu de qu'on prenne personne. En revanche, je veux pas, encore une fois, qu'on me fasse prendre Abdenour ou Mitroglou le 30 janvier pour prendre quelqu'un et dire ouais, on a pris quelqu'un. Non, si on prend quelqu'un, c'est un vrai renfort ou un jeune très prometteur, vraiment, mais qui a déjà du talent avéré. Mais je serais quand même déçu. Romain, rapidement. Et puis la dernière fois que tu n'as pas fait de mercato, aucun départ, aucun arrivée, tu as fini champion. Ah, donc on n'est pas si loin au classement que Paris, donc c'est ça? Non, c'est un boutade, mais voilà, des fois pas de mercato. Très bien. C'est un mercato aussi. Pas de mercato, c'est un mercato. On est 8 points derrière là. Oui. Et alors on va en parler. Ressortir l'année dernière, tourne la 3e place, c'est fait. Voilà, attention. Ceci dit, 8 points, c'est pas beaucoup. Hein. On va au parc. Si se font accrocher contre Montpellier, ça me dit. Jacques, toi, le mercato, tu serais déçu? Mais écoute, il y a déjà deux sortes de mercato. Il y a le mercato d'été et le mercato d'hiver. Ne confondons pas. Mercato d'hiver, s'il n'y a pas besoin de recruter. Le mercato d'hiver, c'est les blessures, c'est les gens que tu n'as pas été content. Voilà, le mercato d'hiver, tu as rarement de gros renforts au mercato d'hiver, franchement. On a une question de Pierre, et une bonne question, je trouve. En cas de non-qualification en Ligue des Champions cet été, peut-on craindre le départ de Flotov? Florian, c'est pas une question de qualification en Ligue des Champions. Si tu es sûr? Ouais, je pense que si c'est... je vais te prendre un club pas super sexy qui est capable de finir en Ligue des Champions. Arsenal, Porto. Arsenal, malheureusement, je crois qu'il faut oublier. Mais voilà, si Porto joue la Ligue des Champions et dit on veut recruter Flotovin et que l'OM joue la Ligue Europa, je pense qu'il restera à Marseille. Oh. Mais le Bayern se présente, même si l'OM joue la Ligue des Champions et que c'est le Bayern qui lui dit on va te prendre pour remplacer Ribéry et Robben. Bon, tu peux jouer la Ligue des Champions, tu peux même mettre chapeau 1, il ira au Bayern. Est-ce qu'il peut se comprendre? Je pense qu'il quittera l'OM. Il est parti une fois, ça s'est mal passé. Il réfléchira. Je pense qu'il quittera l'OM il faut qu'il ait vraiment une offre très spéciale. Je pense qu'il quittera l'OM pour un top club où il ne le quittera pas. Voilà. Oui, ça, par contre, c'est-à-dire que si c'est l'OM joue pas la Ligue des Champions, il n'ira pas à Leicester. C'est pas exactement ce que tu as dit justement. On embrasse Leicester, mais il n'ira pas. Voilà. C'est soit un gros club, soit rien. Non, mais moi là-dessus, je dis toujours ce que Pape Diouf m'a toujours dit. Il est avec l'accent de Pape Diouf, non, je peux pas. C'est l'Olympique de Marseille qui décide. Et si tu as de vrais dirigeants et qu'on a changé d'air, Flotov ne part pas. À combien il ne part pas? Il ne part pas. Mais à combien? Il ne
part pas. Et Moi, à j'avais combien dit en 2004, à 100 millions, tu ne vendais pas Didier Drogba. On se foutait de ma gueule. Tu dis n'importe quoi. 100 millions, on ne vend pas Drogba. Il a fait une année, on ne le vend pas. Et Toff, on ne le vend pas. C'est tout, c'est mon avis. J'ai le droit de voilà, je D'après te dis, ne l'équipe, pars pas. Zako, d'après l'équipe, Ben Yedder aurait des envies de départ. Un coup à tenter pour l'OM, Guillaume Ben Yedder. Voilà, c'est Pas son prénom, Ben, hein. c'est le parfait exemple de ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui. Voilà, les noms qui arrivent, qui repartent, qui reviennent l'été, qui repassent par la porte derrière pour revenir l'hiver. Moi, si Ben Yedder signe, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de dire bon ben ok, il a signé. Jacques, c'est le même profil que Germain, non, un peu? Ouais, moi je pousse un peu plus, j'essaie de faire Gamero. Ben Yedder, ouais. Bon. Non, mais Ben Yedder, je vois pas pourquoi il viendra à l'OM alors qu'il joue la Ligue des Champions avec Séville, quoi. Oui, ça aussi. Je veux bien, mais pourquoi partirait-il Après, il se trouve que Séville cherche un attaquant et que donc non, du mais coup d'accord, mais- il va peut-être plus jouer beaucoup. Mais je rejoins ton avis, Romain. Pour moi, Ben Yedder, les moments où on l'a vu en feu, c'est ni plus ni moins qu'un Valère Germain. Parce que si tu regardes les stats, Valère Germain, qui depuis le début de saison est extrêmement critiqué, il en est à 11 buts. Et dans les temps de passage, des meilleures saisons de Ben Yedder, on doit être à 11 buts. Si demain on me dit Mitroglou Samba et Ben Yedder arrivent, je le signe. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Guimond, vos pronostics, on va la faire tout de suite cette question et après on en fera une autre rapidement. Donc vos pronostics très rapides, juste le score 2-1 pour l'OM. Bien, Romain. Michel. Après, Guillaume. On va gagner 3-1. 3-1. Jacques. 2-0. Et toi, Michel? 2-0. 2-0. Oh là C'est là, rare, attention, c'est très rare que je sois optimiste. C'est très rare et je suis pas sûr qu'en antenne il me dise pas, je pense qu'on va se faire accrocher. Et il a la veste, elle est là dimanche. Dernière question, elle arrive tout de suite s'il y en a. S'il n'y en a pas, on me le signale, il y en a forcément. Ah ben non, c'est le résultat du sondage. Là voici, oui, puisque effectivement on est arrivé au bout de notre... on est arrivé 61% le vendent. Mitroglou et 39% le gardent. C'est pas le duel. C'est pas le duel du tout, c'était le premier truc. C'est le sondage, mais voilà. C'est intéressant. Il y a quand 61% des gens qui en ont ras-le-bol. De voir quand même que. Parce que c'est. Il y a marqué en cas d'offre de dernière minute. Hein. Là où c'est significatif, parce qu'il y a marqué sans le remplacer, là où c'est significatif, c'est que d'habitude on se dit si tu sais pas ce que tu as, tu le gardes. Et là, la mentalité c'est de se dire même si on sait pas, même s'il y a rien, on le vend. On le vend, ça dénonce quand même. Le résultat du duel, c'est ce que vous attendez tous. Je pense que quand j'ai évoqué Julien Rodriguez et Letty Ndiaye, ça a fait peur et ça allait voter en masse. Tiens, Romain Canuti l'emporte. Ça alors, encore une fois. Oh là là. Romain Canuti, 57%. Ouais, mais de peu, hein. Donc toi tu penses, et ça c'est aussi un enseignement, c'est que voilà, les fessées reçues par Monaco sur les 4 dernières sorties contre l'équipe de Jardim sont encore dans les mémoires parce que voilà. Mais pour faire un résumé de ça, si on peut gagner 2-1, c'est super. Ouais, on parle dans l'oreillette en même temps, je pense que c'est la fin de l'émission. On va remercier nos journalistes Romain Canuti, Michel Liaga, France 3 Provence-Alpes, chef des sports toujours, et donc toujours à l'antenne, évidemment. On te retrouve quand pour tes fans, parce qu'il y a beaucoup de fans de Michel Liaga. Sûr, oui. Demain, je présente le journal, demain soir. Demain soir, 19h 19h. Est-ce qu'il y aura la veste aussi? Non. Non, ils ont je demande, dress code oblige. mais il y a peut-être la chemise sous le pull, ça tu l'as déjà fait. C'est possible. En face de vous, messieurs, merci également à Guillaume Barthélémy. Quelque chose de prévu au Yankee demain? Un petit tifo, une animation d'avant-match, un truc sympathique? Non, rien de prévu, non. C'est un match normal, donc... C'est pas demain, me dit-on dans l'oreillette. Effectivement, c'est dans 3 jours. Bon, ça va. Non, il y a un truc de prévu, il y aura quelque chose de... Oui, on va essayer de faire quelque chose quand même pour ce match. Hein. C'est un grand match quand même, Guillaume. Ouais. On joue avec des champions. C'est un grand match, ça devrait l'être. Hein. Ça serait bien que ce soit un grand match. On l'espère tous. On verra le lendemain. Jacques, merci également. Je vous en prie, merci à vous. Dans ta recherche de club, évidemment. Oui, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, tu sais que tu es le bienvenu ici tant que tu es dispo. Bien volontiers. Sur le marché. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, on espère, pour fêter, pourquoi pas, enfin une victoire dans l'Air Garcia face à l'AS Monaco. Salut.